amis. Le naturaliste John Burroughs, le fabricant de pneus Harvey Firestone et l'inventeur Thomas Edison. C'est pour lui l'une des nombreuses façons d'échapper à cet énorme système industriel qu'il a créé. Une façon de retrouver le passé. Henry Ford était un fils de fermier américain au vrai sens du terme. Il était né dans la ferme que son père exploitait depuis de nombreuses années. Il avait bricolé les machines agricoles, construit des carrioles, des pendules, réparé les montres des voisins, d'où une véritable fascination pour tout ce qui bougeait. Henry Ford voulait que chaque Américain ait une voiture, et surtout chaque fermier. Il a construit une voiture qui a métamorphosé la vie des gens, en leur donnant une mobilité inégalée. Tout était simple dedans. Cette vision de Ford a changé l'avenir, le visage de l'Amérique et celui du monde entier. La technologie accroît notre maîtrise du monde. Elle ouvre des portes, donne la puissance et le savoir. Et surtout celle du XXe siècle. Car notre technologie, ce n'est pas seulement l'objet ou la machine. C'est l'organisation, les systèmes. Un système technologique comprend par exemple les voitures, les routes et les autoroutes qu'empruntent ces voitures, les stations-service où elles s'arrêtent, les feux qui règlent la circulation. Un système est donc constitué de différents composants qui permettent aux éléments matériels de remplir leurs fonctions. La technologie possède deux composantes. D'un côté, les objets, les machines, et de l'autre, la façon dont nous organisons le monde. Elle est donc liée à un sens très poussé de l'organisation, et par là même, à un très fort sentiment de maîtrise. Le début du XXe siècle en Amérique marqua l'avènement des créateurs de systèmes. Henry Ford, le plus admiré de son époque, était pétri de rationalisme, doctrine selon laquelle l'esprit humain peut découvrir les lois naturelles qui régissent le fonctionnement de l'univers. Déjà au XVIIIe siècle, les philosophes pensaient que l'application de ces lois permettrait de supprimer la désorganisation et d'aboutir à un progrès matériel illimité. Ainsi, Voltaire écrivait-il : « La raison et l'industrie progresseront de plus en plus. Et les maux qui ont accablé les hommes disparaîtront progressivement. » Le rationalisme est profondément ancré dans notre culture occidentale. Il est véritablement apparu chez les Grecs avec l'idée qu'on ne peut comprendre quelque chose tant qu'on ne l'a pas énoncé explicitement. Or, à partir du moment où une chose a été énoncée explicitement, on peut la transcrire sous forme de loi ou de norme. Le rationalisme part donc d'un désir d'éliminer toute incertitude. Au début du XXe siècle, l'Amérique est en proie à une terrible incertitude. Les villes sont envahies par des paysans et par des immigrants étrangers, tous tentant désespérément de survivre. En plein marasme économique, le pays est au bord de la révolution. Pourtant,
Ce ne sont pas des émeutes qui vont fleurir, mais les Ford T, l'automobile pour tous. Henry Ford a su répondre aux besoins de l'époque. Les gens avaient soif de biens matériels et il leur a proposé une automobile qu'ils pouvaient s'offrir et utiliser. Mais la Ford T n'est pas simplement remarquable parce qu'elle transforme la vie des Américains. Elle constitue également une remarquable prouesse technologique. Ces pièces sont presque toutes le fruit de considérables améliorations en matière de conception. Son châssis en acier la rend à la fois solide et légère. Les KO ne lui posent aucun problème et il est très rare qu'elle s'enlise dans la boue. Le positionnement des roues par rapport au châssis lui permet de négocier des virages serrés et lui confère une bonne garde au sol. Elle se faufile facilement dans les endroits étroits. Le bloc moteur est fait d'une seule pièce coulée et sa partie supérieure, la culasse, a été coulée séparément, d'où un entretien facilité et une plus grande fiabilité. La Ford T a 2 vitesses et une marche arrière que l'on passe grâce à des pédales au plancher, ce qui la rend facile à manœuvrer. Elle est si remarquable que son constructeur peut en faire la réclame auprès de tout le monde. C'est d'une technologie hautement conviviale. Mais certains voient en Ford davantage qu'une sympathique automobile. Ainsi, quand en 1934 le muraliste mexicain Diego Rivera réalise pour l'Institut des Arts de Détroit ses fresques représentant l'usine Ford de River Rouge dans la banlieue de Détroit, il peint les ouvriers et les machines, mais pas la voiture. Les fresques de Rivera expriment cette jubilation face à des systèmes technologiques extrêmement sophistiqués qui frappaient tout le monde à la vue des chaînes de montage dans l'usine Ford. Quel formidable accomplissement! Donc, quand on regarde ces fresques, l'une des choses que l'on observe, c'est le prodigieux miracle des machines, du système. D'une certaine manière, Henry Ford représente le triomphe de la rationalité sur la nature, sur la désorganisation. C'est lui qui construit, transforme le monde, fait naître le monde moderne. Dans le même temps, il libère l'Américain moyen car la Ford T l'emmène partout. Et il tient les rênes d'un système tellement complexe et intimidant qu'il écrase l'homme ordinaire. Il incarne la technologie qui à la fois aide l'homme et le domine. Aujourd'hui, l'usine de River Rouge reste la plus importante usine Ford au monde. Elle emploie 10 000 personnes et produit 90 000 voitures et camions par an. Pourtant, sa taille a considérablement diminué. En 1935, elle était immense. Elle produisait quelques 2 millions de camions et de voitures par an, ce qui en dit long sur son propriétaire et les besoins des systèmes. L'obsession d'Henry Ford, c'était de tout contrôler. Un jour, l'un de ses contremaîtres a décidé de commencer à faire creuser les fondations d'un nouveau bâtiment. Ford est arrivé et lui a dit
Je ne vous avais pas demandé de faire ça aujourd'hui, combler ce trou immédiatement. C'était une bonne initiative, mais comme elle ne venait pas de lui, il l'a rejetée. Henry Ford avait besoin d'exercer un pouvoir sur autrui. Et par conséquent, il a créé la chaîne de montage, ainsi qu'une méthode de production qui spécifiait et contrôlait très exactement ce que les gens étaient censés faire. Mais n'oublions pas que c'est grâce à cette méthode qu'on a pu réduire le coût de la production automobile. En 1908, année de lancement de la Ford T, son prix est de 825 $ et les usines produisent 27 voitures par jour. En 1923, année où le complexe de River Rouge est achevé, son prix est tombé à 395 $ et l'usine produit alors plus de 2000 voitures par jour. Ford est parvenu à réduire ses coûts en mettant au point un système totalement rationnel. L'efficacité est le principe de base, donc le contrôle de tous les aspects de la production. Ne voulant pas dépendre de fournisseurs extérieurs, Ford achète des mines et des forêts dans différents États du pays, des plantations de caoutchouc à l'étranger, ainsi qu'une ligne de chemin de fer et une ligne maritime. Il ne tolère aucune ingérence. Il fait donc entourer l'usine de River Rouge de grillages et surveiller soigneusement les portes. Les ouvriers doivent utiliser une passerelle pour entrer dans l'usine et en sortir. C'est là que s'affronteront à plusieurs reprises direction et syndicats. Le violent conflit de 1937 fait 4 morts et 5 blessés dans les rangs des manifestants. Pour expliquer le côté très dur des idées fordistes, rappelons simplement que ça s'appelle le Fordisme du nom du propriétaire des usines. Ça signifie clairement « le patron c'est moi ». Obéissez aux ordres. Right by the left. Quick march. C'est l'uniformité qui permet le contrôle non seulement sur les individus, mais aussi sur le produit. L'un des éléments clés qui a eu des répercussions énormes sur la production dans les usines Ford, c'est la standardisation des produits. Ford est parti du principe que ces voitures seraient toutes standards. Il disait lui-même, vous pouvez avoir toutes les couleurs que vous voulez, tant que c'est du noir. L'idée était que si on standardise la conception, on peut standardiser aussi tout le système de production. Voici la Ford T telle qu'elle était née dans l'imagination d'Henry Ford et de ses ingénieurs. Un assemblage de pièces simples pour former un tout coordonné. Pour les commentateurs de l'époque, le génie de cette voiture était son prix. Mais en fait, il était dans la standardisation des pièces. Le montage est simple. Chaque Ford T a 6 boulons de carène standardisés en acier au vanadium avec un filetage de 3/8 de pouce. 15 boulons standards pour fixer la culasse, longs de 2 pouces et 5/8. 4 ressorts à lame en acier, suffisamment solides pour soutenir les longerons qui supportent l'automobile. 6 rivets s'ajustent aux boulons qui maintiennent la jante. 4 roues signifient donc 24 boulons et 24 rivets standards. Assembler une automobile revient alors à suivre une recette de cuisine. Avec des pièces standardisées, la production peut être répétée inlassablement, puisque les pièces sont identiques,
ou du moins interchangeables. Presque tout ce qui nous entoure est fait de pièces interchangeables. Mais nous n'en avons pas conscience. Ainsi, le hamburger du fast-food n'est plus une recette, mais un simple assemblage de pièces, des pièces standardisées. Chaque pièce du hamburger doit répondre à un cahier des charges précis. Moelleux, fraîcheur, poids et couleur, épaisseur. L'assemblage des pièces forme le hamburger, exemple parmi tant d'autres de la technologie culinaire. Mais au XIXe siècle, les inventeurs ne pensaient guère au hamburger ni à aucun autre produit fait de pièces interchangeables. Ils considéraient la technologie comme un prolongement de l'artisanat. Dans les usines des années 1890-1900, les ouvriers qualifiés pouvaient fabriquer de leurs mains n'importe quelle pièce. Ils utilisaient pour cela des machines-outils à multi-usages comme ce tour. Le maniement de tels outils exigeait de nombreuses années de formation et d'expérience. Une remarquable coordination entre les yeux et les mains. Un sens du toucher très délicat. Et la faculté de visualiser le produit fini. Avec la machine-outil à multi-usage, il fallait prendre des décisions à l'échelon individuel. Les ouvriers devaient lire des schémas, marquer la pièce, la déplacer, l'ajuster. Il fallait se servir à la fois de sa tête et de ses mains. Ce film éducatif, produit par Ford en 1918, montre que les nouvelles machines permettent de réduire considérablement la prise de décision ou la référence au dessin. On y voit des machines-outils spécialisées, tout à fait dans l'esprit de Henry Ford. L'habileté de l'artisan n'est plus nécessaire et le sens du toucher se réduit à une simple routine. L'ouvrier n'a plus besoin d'imaginer le produit fini, il se contente de le fabriquer. L'habileté est désormais l'apanage de la machine. L'homme, lui, n'a plus qu'à être rapide. Ford appelait ça des machines pour fermiers. Ça voulait dire qu'un gamin pouvait passer directement de la ferme à l'usine Ford sans savoir comment assembler une voiture. Il pouvait apprendre à travailler vite parce que la machine qu'il utilisait n'avait qu'une seule fonction. Les fast-foods n'ont pas besoin d'employés doués pour la cuisine. Ils ont eux aussi leurs machines pour fermiers. On utilise des machines-outils spécialisées à tous les stades de la production, ou presque. La caisse enregistreuse indique la monnaie à rendre. Un minuteur se déclenche quand il faut remuer le chili, tous les quarts d'heure. Et un autre quand les frites sont cuites, toutes les 5 minutes. Aux heures de pointe, le fast-food lui-même n'est plus qu'une énorme machine. Rien
à voir avec les usines de la fin du 19e siècle, où les ouvriers travaillaient côte à côte à des tâches indépendantes les unes des autres. Les plus expérimentés décidaient eux-mêmes de la façon de travailler et du rythme à suivre. Des pièces semi-finies jonchaient le sol. Il y avait peu de discipline ou d'organisation et il n'existait aucun système. Et comme disait Frederick Winslow Taylor, il est presque impossible de trouver un ouvrier compétent qui ne consacre pas un temps infini à chercher comment travailler lentement, tout en persuadant ses employeurs qu'il tient une bonne cadence. Frederick Winslow Taylor était issu d'une riche famille quaker de Philadelphie. Tout le destinait à entrer à Harvard, mais sa vue commença à baisser. Les médecins, pensant que le problème était d'origine nerveuse, lui recommandèrent un travail manuel. À la scierie du Midvale, Taylor se sent comme chez lui. Il se consacre à ce qu'on appelle aujourd'hui une étude sur l'optimisation de l'organisation du travail. Son objectif est de décomposer une tâche en gestes standardisés en un ensemble de règles. Taylor choisit une équipe de sidérurgistes pour ce qui deviendra son étude la plus célèbre. Après les avoir regardés travailler, Taylor repense leurs moindres gestes et leur dit quand commencer, quand lever leur charge, quand marcher et quand s'arrêter. Leur production augmente alors de près de 400%. Taylor appelle son système l'organisation scientifique du travail. L'organisation scientifique du travail est la formidable expression d'une obsession à vouloir tout contrôler. Pour Taylor, c'était un travail idéal qui lui permettait de mettre à profit son imagination et qui l'aidait également à maîtriser les nombreux troubles névrotiques dont il a souffert toute sa vie. Depuis l'enfance, Taylor est obsédé par un cauchemar où il est emprisonné dans une machine. C'est seulement en restant immobile dans son lit qu'il parvient à lui échapper et dormir. Il a mis en place tout un dispositif pour venir à bout de ce problème de sommeil. Il l'avait installé sur son lit et dormait dessus. On aurait dit une planche à clous. Dans la journée, le chronomètre, moyen de contrôle encore plus subtil, reste l'instrument clé de Taylor. Chaque tâche est minutieusement chronométrée et standardisée. Taylor réalise des centaines de tableaux et de diagrammes spécifiant les tâches à accomplir, ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées. Il confie toute l'organisation du travail à des directeurs, les ouvriers devenant de simples exécutants. L'idée maîtresse du système technologique américain du XXe siècle, c'est qu'il existe quelque part un petit groupe d'individus qui conçoivent les choses et supervisent le fonctionnement du système. Frederick Winslow Taylor. Dans le passé, l'homme venait en premier. À l'avenir, ce sera le système. Frank Gilbreth, autre spécialiste de l'organisation du travail, va bien au-delà du chronomètre. Il filme les mouvements pour repérer les plus efficaces, qu'il appelle les Terbligs, c'est-à-dire son nom inversé. Gilbreth attache des ampoules électriques aux mains des ouvriers et photographie leurs mouvements à une vitesse d'obturation lente. Les mouvements laissent alors des traînées de lumière indélébiles. À partir de ces cyclophotographies, il réalise des modèles en fil de fer pouvant être analysés et repensés. Le principe de l'organisation scientifique du travail est appliqué à tout. Le contrôle s'exerce ainsi de façon invisible, sans qu'il y ait de conflit. C'est le système qui fait la pression. La relation à l'autorité est totalement dépersonnalisée et l'individu a donc psychologiquement l'impression qu'aucun contrôle ne s'exerce sur lui, alors qu'il est de fait soumis à un système aliénant. C'est ce qui se passe chez Wendy's. Chaque commande enregistrée apparaît sur écran dans les zones de production.
L'objectif de ce fast-food, c'est que le client soit servi en 15 secondes. L'aménagement des cuisines est conçu pour une efficacité maximale. Les employés n'ont pas plus de 2 pas à faire dans chaque direction. Et pour que le système fonctionne, les clients ont eux aussi leur place attribuée. Quand on veut tailoriser le travail dans un fast-food, on regarde ce que chacun faisait jusque-là, on prend toutes ses compétences et on les intègre dans le système. Le rythme est très rapide, très dur. Il ne faut pas croire que le travail est simplifié parce qu'il a été taylorisé. On travaille énormément et on devient dingue avec les bips qui résonnent de partout. Mais ce n'est plus une question de connaissance ni d'intuition. Et d'intuition, il n'y en a guère. Tout est prévu, toute incertitude est éliminée. Chez Wendy's, chaque commande enregistrée en caisse est systématiquement décomposée sous forme de tableau par l'ordinateur central. Cela permet à la direction de contrôler les ventes, produit par produit et heure par heure. Et aussi de gérer les employés dont 80% sont à temps partiel. Leur emploi du temps peut ainsi être modifié le jour même. Quand on dit technologie, on pense à quelque chose ayant une existence propre. On en parle comme de quelque chose de passif. Or, il est important que l'individu prenne des décisions et fasse des choix conscients en matière de technologie. Au début du XXe siècle, les immigrants envahissent en masse les États-Unis. Ces nouveaux venus obligent Henry Ford à faire des choix conscients. Issus pour la plupart du monde rural et n'ayant aucune formation industrielle, ils affluent dans des villes comme Détroit pour trouver du travail. Jusque dans les années 1910, les ouvriers du secteur automobile sont pour la plupart des artisans qualifiés. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour produire le quota de véhicules exigé par les grands constructeurs. Henry Ford, lui, se montre plus malin que les autres. Il installe des machines-outils spécialisées dans ses usines et taylorise le travail pour éviter le gâchis et l'imprévu. Mais cela n'est pas encore suffisant, car les ouvriers laissés sans surveillance peuvent toujours travailler à leur propre rythme. Ford instaure alors un système devenu célèbre, le travail à la chaîne. Dès 1914, les 3/4 des ouvriers de chez Ford sont des émigrés sans qualification. Nul besoin de celle-ci, puisqu'ils sont sous contrôle absolu. L'un des derniers obstacles qu'Henry Ford a réussi à franchir a été de faire travailler les ouvriers à la vitesse qu'il voulait, lui. Il y est parvenu grâce au travail à la chaîne. Et cela fait partie d'un système encore plus vaste de manutention des matériaux dans l'usine. Les ingénieurs de Ford organisent le travail suivant un ordre logique et les matériaux et les pièces semi-finies sont acheminés mécaniquement jusqu'à l'endroit voulu. Ainsi, chaque ouvrier alimente la chaîne de montage et doit garder la cadence. En fait, Ford a mis au point un système de production progressif. Le travail progressait d'un point à l'autre de la chaîne, et ainsi de suite. Sa méthode n'avait absolument rien à voir avec celle des autres usines. Et la meilleure comparaison serait l'image de rivières et de cours d'eau se jetant les uns dans les autres. La chaîne de montage principale est le fleuve, dans lequel se jettent tous les affluents.
Aujourd'hui, même si les robots ont en grande partie remplacé les ouvriers à l'usine de River Rouge, les principes de base demeurent. Si un objet aussi complexe qu'une automobile peut être produit en série, tout peut l'être, ce qui permet à davantage d'individus d'accéder à davantage de produits. La production en série alimente la société de consommation, laquelle alimente à son tour la production en série. Le niveau de vie aux États-Unis a grimpé en flèche durant la première moitié du XXe siècle. Si l'on observe la façon dont ce système technologique a organisé la répartition des richesses aux États-Unis jusque dans les années 70, on peut dire qu'il est aussi valable que tous ceux qu'on a pu expérimenter dans l'histoire. Un très grand nombre d'Américains ont vu leur niveau de vie augmenter de manière considérable. C'est ça la grande réussite du Fordisme. Le système Ford a été copié dans le monde entier. Les usines allemandes ont produit la Volkswagen, la voiture du peuple, qui a dépassé la Ford T pour devenir la voiture la plus vendue de l'histoire. Mais l'héritage de Ford n'a pas été simplement la production en série et la société de consommation. C'était une façon d'organiser le monde pour résoudre des problèmes avec un contrôle omniprésent comme règle de base. Le contrôle est essentiel dans la conception de la plupart des systèmes. Et d'ailleurs, dans la conception tout court. Parce qu'en règle générale, un concept est qualifié de bon s'il réduit, voire élimine les imprévus. Or, l'être humain étant lui-même imprévisible, il est impératif de contrôler son comportement dans l'ensemble du système. Voici un système de transport aérien, un aéroport. L'aéroport de Pittsburgh, le plus récent du monde, a été spécialement conçu pour être un nœud aérien. Les 2/3 des passagers y empruntent une correspondance. Pittsburgh veut devenir le River Rouge des aéroports, le plus fréquenté de la côte Est. Cela implique efficacité et donc contrôle parfait de toutes les opérations. Cet aéroport a le système de manutention de bagages le plus important du monde, avec 9 km de tapis roulants. La clé du système, ce sont ses étiquettes à code-barre. « 13 lasers lisent l'étiquette pour diriger chaque bagage vers le tapis approprié. Le système est presque entièrement automatisé, l'individu n'y joue aucun rôle. Ford aurait adoré. Mais les bagages ne sont qu'un produit dérivé de la matière première traitée ici, les passagers. L'aéroport est conçu pour que tout fonctionne parfaitement. Des lignes droites relient le parking, les comptoirs d'enregistrement, la zone de transfert, le terminal central et les portes d'embarquement. L'objectif est que les passagers aillent du parking à la porte d'embarquement en 22 minutes. Un bâtiment, ce n'est pas un système dynamique, une machine. Mais c'est quand même un système. Un système n'implique pas nécessairement des pièces en mouvement. On conçoit le tracé d'une autoroute sans qu'il y ait de véhicules dessus. Il n'y a pas de pièces en mouvement, mais ce système n'en possède pas moins une architecture et des éléments assemblés d'une façon précise pour répondre à des besoins précis. Les technologies que l'on découvre ici valent le déplacement. La navette qui peut transporter plus de 13 000 personnes par heure, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants. L'aéroport est l'espace où tout est le plus minutieusement réglé. Les déplacements entre les différentes zones, arrivée, départ, embarquement, livraison des bagages, sont tellement programmés dans l'espace qu'il est quasiment impossible d'aller dans la direction opposée.
Et tout est contrôlé de façon si discrète qu'on ne s'en aperçoit même pas. D'autres technologies encore plus subtiles guident le flot des voyageurs. Les motifs de la moquette, l'orientation des éclairages, voire la disposition des carrelages. La révolution scientifique a introduit le concept de maîtrise de la nature. Tous les aspects matériels de la nature sont maîtrisés, contrôlés par les ingénieurs. Or, de manière presque inconsciente, on considère l'homme comme faisant également partie de la nature. Et en fin de compte, maîtriser l'être humain devient inhérent à l'élaboration de ces formidables systèmes techniques. US Air Priority Gold, this is Jewel. Let me just make sure those flights are available for you. Cette maîtrise de l'individu s'exerce dans tous les domaines professionnels et pas seulement dans les métiers manuels. Ce central de réservation de US Air traite 18 000 appels par jour. Chaque appel est soumis à un contrôle strict, ce qui est la règle chez toutes les compagnies aériennes prospères. Sure, let me check that for you. Les agents se partagent les appels selon différentes catégories, particuliers, entreprises et groupes. L'objectif est de décrocher en moins de 20 secondes dans 75% des cas. You know, I see one that's a little bit better. I've got an 1120 through Washington that would have you into Tampa at 4:01. Il existe une salle de contrôle centrale dans la plus pure tradition tayloriste. Si les objectifs ne sont pas atteints, on fait passer les agents de réservation d'une catégorie à l'autre. Des responsables suivent également le traitement des appels. Les agents savent qu'ils sont sur écoute, mais ils ignorent quand. Tout est fait pour trouver l'argumentaire idéal. Ce qui est stupéfiant, c'est que ce ne sont pas des pièces d'automobile qu'ils essaient de standardiser, mais une conversation téléphonique. Quelqu'un a étudié ce que dit un bon agent de réservation et a décomposé ça en plusieurs étapes. Quand il demande « Voulez-vous le vol de 10 heures ou celui de 4 heures ?», c'est une question fermée. Et on a calculé qu'il fallait parfois poser au moins 3 questions fermées durant la conversation. And that would get it to Tampa at 1:23. Is that too early? Okay. Systems of all kinds. Tous les types de systèmes obligent l'individu à se couler dans un moule. Is it a bad thing? Est-ce une mauvaise chose? The answer is, En règle générale, je dirais que non. Mais quand c'est poussé à l'extrême, alors oui, sans doute. It probably is. Henry Ford, lui, poussa son système à l'extrême, ce qui lui posa un problème. Des milliers d'ouvriers abandonnèrent leur poste. L'année de la mise en place de la chaîne d'assemblage, un ouvrier quittait l'usine en moyenne au bout de 3 mois. Ford annonça alors que le salaire journalier passerait de 2,40 $ à 5 $, ce qui fit de lui un héros de l'ère industrielle. Mais pour être augmentés, les ouvriers devaient se soumettre à une inspection en règle des détails les plus intimes de leur vie privée. Les membres du tout nouveau département de sociologie de l'usine Ford épluchèrent la vie professionnelle et privée des candidats pour voir s'ils avaient des dettes, s'ils buvaient, s'ils étaient propres et même s'ils avaient une vie sexuelle. Ce département organisait également des cours pour apprendre aux travailleurs immigrés l'anglais et des rudiments d'enseignement ménager. Ford tentait de rendre ses ouvriers aussi uniformes que les pièces qu'ils manipulaient. C'était un mécanisme terriblement puissant pour contrôler l'individu, pour faire en sorte que l'individu abandonne ce qu'on pourrait appeler sa culture pré-industrielle, une culture d'avant la production en série, afin de se réadapter, lui, sa vie et ses habitudes, au régime beaucoup plus dur, plus strict et plus moderne de l'usine. Aujourd'hui, les robots ont remplacé les hommes pour la plupart des tâches répétitives dans l'industrie automobile mondiale. Ils constituent le prolongement naturel du Fordisme. Fini le département de sociologie et les conflits sociaux gênants. Il n'y a plus que des machines mises en marche et arrêtées à volonté,
et qui suivent les instructions sans se plaindre. Les premiers robots industriels furent mis au point par la société Unimate. Joe Engelberger, leur inventeur, avait compris que les constructeurs de systèmes ne se contenteraient pas de remplacer la main-d'œuvre pour réduire les coûts. You could look to the robot computer and say, well, what sort of individual could I replace with it? Well, first of all, if you're making decisions, that's a very expensive process. Well, if I have a $500,000 computer, I don't want to replace a $6,000 a year sweeper. I want to replace a $100,000 a year executive. And so what I would do with this computation ability, I would integrate all the information from the plant, and I would decide on what I'll produce next year by computer. I'd fire the executive. There's the saving. What I need to do is to get inside your mind. We're trying to develop an expert system program. Voici ce qu'on appelle une séance de collecte de connaissances. Un cogniticien interroge un maîtreur vérificateur qui a pour fonction d'évaluer le coût de la construction des bâtiments. Le cogniticien recueille son savoir-faire, son expérience. On appelle également cela l'extraction du savoir. The site may have had a basement on it. The site may be unstable ground and need piling. Part of the excavations may go below the water table. L'objectif est de compiler toutes les connaissances accumulées par le maîtreur au fil des années et de les réduire à une série de normes. Many things which can affect. Some you can anticipate, some you can't. Après avoir fait passer des entretiens semblables à plus de 40 maîtreurs expérimentés, le cogniticien programme l'ensemble des normes dans l'ordinateur. L'objectif est de permettre à des maîtreurs moins expérimentés, ainsi qu'à des professionnels du bâtiment qui n'y connaissent rien en métrage, de puiser dans cette base de données. Le Fordisme et surtout le Taylorisme ont permis d'intégrer l'efficacité et la compétence du travailleur manuel à la machine, au système. Mais aujourd'hui, on tente de faire la même chose pour toutes sortes d'activités intellectuelles. Tout le travail intellectuel, et en fait toute l'activité humaine, est en train d'être soumise à ce même principe de rationalisation. Ce système rend le professionnel plus efficace. Une demi-journée de travail est réduite à quelques minutes, à l'instar des premiers ordinateurs qui ont rendu le calcul beaucoup moins rébarbatif. Manchester University, where anyone who urgently wishes to know whether 2 to the power of 127 minus 1 is a prime number or not, can be given the answer by an electronic brain in 25 minutes instead of by a human brain in 6 months. Mais il ne s'agit pas de mathématiques. Ici, le système porte un jugement. À l'heure où nous mettons en place des systèmes experts, il est essentiel de réfléchir aux valeurs que nous intégrons dans ces systèmes, car ils ne sont pas neutres. Ils reflètent toute une série de valeurs inhérentes à notre société. Il y a un niveau où il faut accepter qu'il y ait place pour une certaine rationalisation. Mais le paradoxe, c'est qu'en agissant ainsi, on se met à éliminer progressivement l'intuition, la subjectivité, la connaissance tacite, les rêves, toutes ces choses qui nourrissent la créativité, le changement. Et le résultat final, c'est que l'individu devient de plus en plus passif